On vous a toujours dit que pour être respecté dans ce monde, il faut montrer sa force, qu'une arme visible dissuade les agresseurs, que la violence appelle la violence, et que seuls les faibles choisissent la paix. Et si tout ça n'était qu'un mensonge confortable, imaginez être jugé faible parce que vous refusez de brandir une arme. Être méprisé parce que vous choisissez la retenue plutôt que la démonstration de force, sentir le poids des regards condescendants qui vous cataloguent comme pacifiste naïf, juste parce que vous avez décidé de ne pas jouer selon leurs règles brutales, c'est exactement ce que Diana Ravin et ses 7 gardes ont vécu en arrivant sur Hélion Prime. Le cœur politique de la galaxie, pas d'armure clinquante, pas d'arsenaux impressionnants, juste des uniformes gris et une confiance silencieuse qui irritait tout le monde. Le Conseil galactique les a pris pour des amateurs, des nouveaux venus arrogants, qui ne comprenaient pas comment fonctionnait le vrai pouvoir intergalactique. Certains ont même ri, d'autres ont comploté, convaincus que ces humains fragiles seraient faciles à intimider, à manipuler, à écraser. Ils avaient tort, terriblement, irrémédiablement tort, parce qu'il existe une différence fondamentale entre ne pas pouvoir se battre et choisir de ne pas le faire, entre être pacifique par faiblesse et être pacifique par domination absolue de sa propre nature, et quand 90 soldats d'élite ont franchi cette ligne invisible, convaincus d'avoir trouvé une proie facile, ils ont découvert ce que signifie vraiment affronter un prédateur qui a passé des millions d'années à perfectionner l'art de la survie. Ce qui s'est passé ensuite en 4 minutes et 37 secondes a redéfini l'équilibre du pouvoir galactique pour toujours. Cette histoire n'est pas celle d'une conquête, c'est celle d'une leçon, une leçon que l'univers entier devait apprendre. La vraie force ne rugit pas avant d'attaquer. Tout a commencé le jour où une navette diplomatique grise et sans prétention s'est amarrée au hangar principal d'Hélion Prime, transportant une ambassadrice que personne ne prenait au sérieux, et 7 gardes que tout le monde allait apprendre à craindre. La station Hélion Prime flottait dans le vide comme une cathédrale de métal vivant, ses anneaux concentriques pulsant d'une bioluminescence qui semblait respirer au rythme même de la galaxie. Diana Ravin observait cette merveille architecturale à travers le hublot de la navette diplomatique, ses yeux gris ne trahissant aucune émotion. 47 ans, le dos droit comme une lame. Elle portait l'uniforme gris anthracite de la délégation terrestre avec une simplicité qui frisait l'insulte aux yeux des autres espèces. Derrière elle, les 7 gardes se tenaient immobiles, main dans le dos, regard fixe. Marcus Webb, leur sergent, était un bloc de 34 ans taillé dans la discipline et le silence. Ses yeux balayaient l'espace visible avec une précision qui aurait fait passer un scanner pour un jouet d'enfant. Les 6 autres, Chen, Kowalski, Okafor, Singh, Reyes et Volkov, formaient un tableau étrangement hypnotique. Pas d'armes visibles, pas d'armure, pas même un communicateur holographique clinquant. Juste 7 humains en uniforme gris, aussi menaçants qu'un groupe de comptables en route pour un séminaire d'entreprise, c'était exactement l'effet recherché. On dirait qu'on va à un enterrement, murmura Kowalski sans bouger les lèvres. Le leur, peut-être, répondit Marcus sur le même ton. Fermez-la maintenant. Diana ne se retourna pas, mais un micro-sourire effleura ses lèvres. Ces hommes et ces femmes étaient bien plus que des soldats. C'étaient des instruments qu'elle avait elle-même choisis, affûtés, calibrés pour cette mission précise, et s'ils devaient mourir pour prouver un point à la galaxie entière, eh bien, elle vivrait avec ce poids, comme elle vivait déjà avec tant d'autres. La navette s'arrima au hangar diplomatique dans un sifflement pneumatique. Les portes s'ouvrirent sur une explosion sensorielle qui aurait étourdi n'importe quel humain non préparé. L'air d'Hélion Prime était un cocktail de phéromones de 1000 espèces différentes, créant une atmosphère si dense qu'on aurait pu la couper au couteau. Des hologrammes projetaient des traités en script qui dansaient comme de l'eau mercurielle. Le sol lui-même semblait vivant, répondant aux pas avec une légère luminescence. Et partout des regards, les Silariens se tenaient en formation militaire impeccable.
Leurs exosquelettes chitineux, brillant sous les lumières artificielles, 3 mètres de haut, 4 bras terminés par des griffes qui pouvaient déchirer l'acier, ils incarnaient la puissance brute que la galaxie respectait depuis des millénaires. Leur chef, le conseiller Tralkesh, dominait l'assemblée comme un général sur un champ de bataille. Ses yeux composés, des centaines de facettes qui captaient chaque mouvement, se fixèrent sur Diana avec quelque chose qui ressemblait dangereusement à du mépris amusé. À sa gauche, les Vélariens flottaient dans leur bulle de gravité personnalisée, leur corps translucide ondulant doucement. À droite, les Kraats, des colosses de pierre vivante, observaient en silence, leur visage dépourvu de toute expression reconnaissable, et au centre de tout ça, légèrement en retrait, une silhouette qui captait immédiatement l'attention de Diana. L'archiviste Xelani, mince, presque éthéré, sa peau irisée changeait de couleur au gré de ses pensées. Les archivistes étaient neutres par tradition millénaire, observateurs impartiaux de l'histoire galactique. Que l'une d'elles soit présente pour une simple cérémonie d'accueil était inhabituel. Ambassadrice Ravin, Tona Tralkesh, dans un standard galactique parfait, mais teinté d'harmonique qui grattait les tympans humains. Bienvenue à Helium Prime. Nous sommes honorés de recevoir les représentants de la Terre. Le mot « honoré » avait été prononcé avec juste assez d'inflexion pour qu'il sonne comme « amusé ». Diana le nota mentalement. Première micro-agression. Il y en aurait d'autres. Conseiller Tralkesh, répondit-elle avec une révérence minimale mais protocolairement correcte. La Terre est reconnaissante de cette opportunité de dialogue. Dialogue, répéta le Silarien, ses mandibules cliquetant dans ce qui ressemblait à un rire étouffé. Oui, c'est bien pour ça que vous êtes venu, n'est-ce pas? Et pour dialoguer, un murmure parcourut l'assemblée diplomatique, quelques rires étouffés, les humains étaient la blague du jour. Manifestement, Diana ne broncha pas. Derrière elle, les 7 gardes restaient aussi immobiles que des statues, mais Marcus avait déjà catalogué 17 issues de secours possibles. Identifier les points faibles de la formation silarienne et calculer que Tralkesh gardait son poids légèrement décalé vers la gauche, une ancienne blessure, probablement, information utile. Vos accompagnateurs sont également les bienvenus, bien sûr, continua Tralkesh, en jetant un regard théâtral vers les gardes. Bien que je dois avouer ma surprise, pas d'armure cérémoniale, pas d'armes d'apparat, chez mon peuple, les guerriers portent leurs honneurs sur le dos. Diana sourit, un sourire poli, froid, parfaitement calibré. Chez le mien, conseiller, les guerriers n'ont pas besoin de le faire savoir. Le silence qui suivit dura exactement 3 secondes. Puis Tralkesh éclata d'un rire qui résonna dans tout le hangar. « J'aime ça, de l'esprit. Vos prédécesseurs auraient tremblé devant tant d'attention. Mais vous, ambassadrice, vous avez du cran. Peut-être qu'il y a de l'espoir pour votre espèce, après tout. » Il fit un geste de ses 4 bras, et la foule diplomatique se dispersa lentement vers les corridors adjacents. La cérémonie officielle était terminée. Maintenant commençait le vrai jeu. Xelani s'approcha en silence, ses pas ne produisant aucun son sur le sol luminescent. « Ambassadrice Ravin, dit-elle d'une voix qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois, je suis l'archiviste Xelani. Si vous avez besoin de contexte historique durant votre séjour, n'hésitez pas à me solliciter. » Diana la jaugea rapidement. Les archivistes ne faisaient jamais rien sans raison. Si elle s'était présentée personnellement, c'était pour observer de plus près ou pour avertir. « J'apprécie votre offre, archiviste. L'histoire peut être éclairante, en effet, surtout quand elle se répète. » Sur ces mots cryptiques, Xelani s'éloigna, sa silhouette se fondant dans les ombres changeantes de la station. Le secteur assigné à la délégation terrestre était, pour dire les choses poliment, spartiate, un bloc de 12 pièces au mur gris, éclairage neutre, aucune décoration, c'était l'équivalent diplomatique d'une gifle. « Vous êtes ici par tolérance, pas par choix.
Les quartiers silariens, à 3 secteurs de là, s'étalaient sur 2 niveaux avec jardins suspendus et fontaines à gravité inversée. Diana ne fit aucun commentaire. Elle se contenta d'activer son terminal personnel et commença à parcourir les rapports de renseignement que la Terre avait transmis avant leur départ. Marcus et les autres se déployèrent immédiatement dans le secteur, chacun prenant une position qui offrait une vue stratégique sur les accès. Pas de protocole formel, pas d'ordre donné. Il fonctionnait comme un organisme unique. Chaque membre, anticipant les besoins des autres, secteur cartographié, murmura Chen dans son implant neural, 17 points d'entrée possibles, 4 hautement probables en cas d'incursion. Système de sécurité locaux. Léger, ajouta Kowalski, presque insultant. En fait, soit il nous sous-estime vraiment, soit c'est une invitation, les deux probablement. Grogna Marcus. Reyes, Singh, première garde. Rotation toutes les 4 heures. Personne ne dort en même temps. Jamais. Diana leva les yeux de son terminal. Sergent Webb, un mot. Marcus s'approcha. Les mains toujours dans le dos. Diana fit pivoter son écran vers lui. Des lignes de texte défilaient. Intercepté par les services secrets terrestres 72 heures plus tôt, coalition informelle, 6 espèces, objectif, tester limites humaines, méthode, pression diplomatique escaladant vers démonstration de force, fenêtre temporelle, 48-96 heures après arrivée, Marcus lut en silence. Son visage ne trahissant rien quand il releva les yeux, Diana y vit la question non posée. « On le laisse arriver », dit-elle simplement. « Madame, vous m'avez bien entendu, sergent. S'ils viennent, et ils viendront, on les laisse entrer, on les laisse croire qu'ils ont l'avantage. » Et ensuite, elle ne finit pas sa phrase. Elle n'en avait pas besoin. Marcus comprit instantanément. Ce n'était pas une mission de protection, c'était une démonstration, un message que la Terre voulait envoyer à la galaxie entière. Nous sommes pacifiques par choix, pas par nécessité. Protocole miroir, demanda Marcus. Protocole miroir. Une force proportionnelle, 0 fatalité, je veux qu'il se réveille demain en se demandant comment c'est possible. Et si ça tourne mal, Diana soutint son regard sans ciller. Alors j'assumerai, pas vous, pas eux, moi. Marcus hocha la tête lentement. Il n'aimait pas ça. Tous ses instincts militaires hurlaient que c'était de la folie calculée. Un pari qui mettait en jeu des vies pour un coup politique. Mais il avait appris une chose durant ces années, sous les ordres de Diana Ravine, elle ne jouait jamais sans avoir déjà calculé 10 coups d'avance. À vos ordres, madame. Il rejoignit les autres et d'un simple regard transmit l'information. Pas de mots, juste une légère inclinaison de tête, un battement de paupières. Kowalski sourit, Chen se fendit d'un hochement presque imperceptible. Okafor murmura quelque chose qui ressemblait à « Enfin, ils étaient prêts. Ils avaient toujours été prêts. Minuit, temps station. » Diana se tenait devant la baie vitrée de son quartier, observant les anneaux d'hélion prime qui brillaient dans l'obscurité du cosmos. Quelque part dans cette structure titanesque, 90 soldats silariens préparaient armes et stratégies. Quelque part, des conseillers complotaient dans des salles privées. Quelque part, l'archiviste Xelani enregistrait tout ça dans sa mémoire millénaire. Et ici, dans ce secteur minuscule et insulté, 7 humains attendaient en silence. Diana ferma les yeux, pensa à la Terre, pensa aux 3 colonies que le Conseil voulait leur arracher, pensa aux générations futures qui dépendraient de ce qu'elle allait faire dans les prochaines heures, puis elle pensa à Marcus et aux 6 autres. Des hommes et des femmes qui lui faisaient confiance au point d'accepter de devenir des pièces sur un échiquier qu'ils ne voyaient même pas. Elle rouvrit les yeux. « Pardon, pensa-t-elle. Mais c'est nécessaire. Dans 48 heures, la galaxie comprendrait que les humains n'étaient pas venus en suppliant. Ils étaient venus en prédateurs qui avaient choisi de ne pas chasser, et cette différence changerait tout. 48 heures s'étaient écoulées comme du sable fin entre les doigts d'un horloger cosmique. Diana avait passé ce temps en réunion protocolaire interminable, souriant poliment, pendant que des diplomates aux formes improbables lui expliquaient avec condescendance comment fonctionnait la vraie politique galactique. Elle hochait la tête au bon moment,
posait des questions innocentes, jouait parfaitement le rôle de la novice impressionnée, et pendant ce temps, Marcus et son équipe cartographiaient chaque centimètre du secteur humain avec une précision qui aurait rendu jaloux les meilleurs cartographes de la station. La convocation arriva par message holographique, formulée comme une invitation, mais sonnant comme un ordre. Réunion informelle, salon gravitationnel 03, 18h30 en station. Tenue décontractée, recommandée, décontractée. Diana faillit rire, dans le langage diplomatique galactique, ça voulait dire. On va te dépecer sans témoin officiel, alors inutile de jouer la carte du protocole. Elle enfila quand même son uniforme gris. Pas question de leur donner cette satisfaction. Le salon gravitationnel 03 était une merveille architecturale qui défiait les lois de la physique de base, une sphère parfaite de 50 mètres de diamètre où la gravité était inversée en son centre, créant un espace de flottaison où les diplomates pouvaient littéralement planer autour d'un noyau d'énergie sombre. Domestiqués, les sièges, si on pouvait les appeler ainsi, étaient des champs de force modelés qui s'ajustaient à la physiologie de chaque espèce. Quand Diana entra, 6 conseillers l'attendaient déjà. Disposés en demi-cercle comme des juges devant un accusé, Tralkesh occupait naturellement la position centrale, ses 4 bras croisés dans une posture qui chez les Silariens signifiait autorité absolue. À sa gauche, la conseillère Vexria des Vélariens ondulait doucement dans sa bulle personnelle. Ses yeux liquides observant Diana avec une curiosité détachée. À droite, le Krat Vormok, un bloc de pierre vivante de 4 tonnes, émettait un grondement sourd qui faisait vibrer l'air. Les 3 autres, un Exilien aux tentacules bioluminescents, une Sylpharie dont la forme changeait constamment, et un Quantum dont le corps existait simultanément dans plusieurs états. Complétait le tribunal improvisé. Diana s'installa dans le champ de force qui se matérialisa pour elle, croisa les jambes et attendit. Le silence s'étira pendant exactement 23 secondes. Un test classique, voir qui craquerait en premier. « Ambassadrice Ravine », commença finalement Tralkesh, ses mandibules cliquetant dans ce qui passait chez lui pour un sourire. « Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous voulions discuter informellement de certaines préoccupations concernant les revendications territoriales de la Terre. » Diana inclina légèrement la tête. « Je vous écoute, conseiller de... Voilà les 3 colonies que votre espèce a récemment établies dans le secteur Kepler 442 sont situées dans une région, stratégiquement sensible. Plusieurs de nos membres ont des intérêts historiques dans cette zone. Intérêts historiques, le code diplomatique pour « on les veut et on va les prendre ». « Je vois », répondit Diana d'un ton neutre. « La Terre a pourtant suivi tous les protocoles d'établissement. Les colonies ont été déclarées conformément à l'article 47 du traité de diaspora. Aucune objection n'a été formulée durant la période réglementaire de contestation. » Vexria ondula plus rapidement. Signe d'agacement chez les Vélariens. Les protocoles, oui, mais les protocoles ne tiennent pas compte des réalités politiques plus larges. Votre espèce est nouvelle ici, ambassadrice. Peut-être ne comprenez-vous pas encore toutes les subtilités de notre écosystème galactique. Subtilité. Le code pour ferme-la et obéis. Diana ne mordit pas à l'hameçon. Elle se contenta de sourire poliment, comme si elle réfléchissait profondément à ses paroles de sagesse. Le Nexilien se pencha en avant, ses tentacules pulsant de lumière violette. Ce que mes collègues essaient de dire avec délicatesse, c'est que la Terre devrait peut-être reconsidérer l'étendue de ses ambitions coloniales. Pour son propre bien, comprenez-vous. Ah là, c'était plus direct. La menace commençait à pointer le bout de son nez. Pour notre propre bien, répéta Diana lentement. C'est attentionné de votre part, mais je crains de ne pas bien saisir. La Terre devrait abandonner des colonies légalement établies parce que... Tralkesh se redressa de toute sa hauteur, dominant littéralement la sphère. Parce que, ambassadrice, la galaxie fonctionne sur des principes de respect mutuel et de reconnaissance des hiérarchies établies. Votre espèce vient tout juste d'arriver.
Vous ne pouvez pas vous attendre à être traités comme des égaux des civilisations qui naviguent entre les étoiles depuis des millénaires. Il y eut un murmure d'approbation parmi les autres conseillers. Diana les observa un par un, enregistrant chaque micro-expression, chaque tension corporelle. Il pensait avoir gagné. Il pensait qu'elle allait soit s'indigner et offrir un prétexte pour l'escalade, soit se plier et prouver la faiblesse humaine. Il se trompait sur toute la ligne. « Je comprends votre position », dit-elle finalement avec une sincérité parfaitement simulée. « Vraiment, et j'apprécie que vous ayez pris le temps de m'expliquer ces nuances. Mais vous comprendrez que je ne peux pas prendre une telle décision seule. Je dois consulter mon gouvernement. » Tralkesh échangea un regard avec Vexria. Diana vit passer quelque chose entre eux, de la satisfaction, du soulagement. Ils avaient dû parier qu'elle résisterait immédiatement. « Bien sûr, répondit le Silarien avec une fausse magnanimité. « Prenez le temps nécessaire, disons 72 heures. Ce sera suffisant. Parfait, nous attendons votre réponse avec intérêt. » Diana se leva, inclina la tête avec juste assez de respect pour éviter l'insulte et sortit du salon. Elle sentait leur regard sur son dos. Ils jubilaient, sans doute. La petite humaine allait rentrer dans son secteur minable et supplier la terre d'accepter l'humiliation. Dès qu'elle fut dans le corridor, hors de portée des capteurs du salon, elle activa son communicateur neural crypté. « Webb, madame, ils viendront cette nuit. Préparez tout. Déjà fait. Protocole miroir actif dans 30 minutes. Parfait. Et Marcus? »« Oui, madame. Laissez-les entrer. Laissez-les se croire en position de force et ensuite montrez-leur ce qu'est un prédateur qui a choisi de ne pas l'être. Un silence puis, avec plaisir madame, de retour dans le secteur humain, Diana trouva les 7 gardes en train de lire. Kowalski parcourait un traité de physique quantique. Hutchen annotait un manuel de xénoanthropologie. Reiss écoutait de la musique classique terrestre avec un casque neural à un observateur extérieur. Ils auraient ressemblé à des touristes en train de tuer le temps avant le dîner. Mais Diana voyait ce que les caméras ne captaient pas. Les positions stratégiques, les angles de vue, la façon dont chaque garde pouvait voir tous les autres du coin de l'œil, la tension couverte sous la relaxation apparente. Marcus leva les yeux de son propre terminal. Systèmes de sécurité de la station viennent de subir une maintenance programmée dans notre secteur. Une coïncidence touchante. Combien de temps avant qu'ils soient de nouveau opérationnels? Officiellement, 4 heures. Pratiquement, ils ne le seront jamais. Quelqu'un a saboté les réinitialisations automatiques. Diana sourit, subtile. Créer une fenêtre d'opportunité en faisant croire à un accident technique, ça permettait au Conseil de nier toute implication si les choses tournaient mal. Nos propres enregistrements, actifs et transmettant en temps réel vers 3 serveurs indépendants hors station. Si quelque chose nous arrive, les images seront publiques dans les 6 heures. Bien, très bien. Elle s'assit à son bureau et ouvrit un canal crypté vers la Terre. Le délai de transmission était de 8 minutes. Le temps que le signal traverse les relais quantiques jusqu'au système solaire, elle enregistra un message court, clinique. Ambassadrice Ravin, rapport de situation, ultimatum reçu comme prévu. Coalition demande abandon de 2 colonies sur 3. Refuse sous prétexte de consultation gouvernementale. Anticipation, démonstration de force imminente, probablement cette nuit, protocole miroir activé. Si vous ne recevez pas de nouvelles dans 12 heures, publiez tous les enregistrements. Quelles que soient les conséquences. Elle hésita, puis ajouta « Et si je me trompe, je suis désolé, message envoyé. » Diana se leva et rejoignit la baie vitrée qui donnait sur le vide cosmique, quelque part là-bas, à des années-lumière. La Terre tournait tranquillement autour de son étoile jaune. Des milliards d'humains vivaient leur vie sans savoir que leur avenir se jouait cette nuit dans un secteur minable d'une station diplomatique. « Madame » murmura Singh depuis son poste près de l'entrée principale. « Mouvement détecté, secteur Est, couloir 7B, formation de combat, 80... Non 90 signatures thermiques, armement lourd.
Diana ne se retourna pas. Heure estimée d'arrivée. 3h17, s'y maintient de la cadence actuelle. Parfait, ça nous laisse le temps de dîner. Elle se tourna enfin vers ses gardes. 7 visages la regardaient, 7 paires d'yeux qui comprenaient exactement ce qu'elle leur demandait. Pas de se battre. Ça, ils savaient faire les yeux fermés, non. Elle leur demandait de se retenir, de prouver que l'humanité pouvait être létale, et choisir de ne pas l'être. C'était infiniment plus difficile. Quelqu'un a des questions, demanda-t-elle simplement. Silence. Puis Kowalski leva la main avec un sourire en coin. Est-ce qu'on peut au moins leur faire mal un peu? Diana ne put s'empêcher de sourire. Disons, proportionnellement. Ça me va. Minuit moins 10. Les 7 gardes avaient pris position, pas cachés, pas en embuscade, non. Ils se tenaient simplement au centre du hall principal du secteur humain. Main dans le dos, uniforme impeccable, comme s'ils attendaient l'inspection matinale. Diana était dans son bureau adjacent. Portes ouvertes, visibles mais à l'écart. Elle voulait qu'ils la voient, qu'ils sachent qu'elle n'avait pas fui, qu'elle les observait. Marcus respira lentement. Son rythme cardiaque était à 52 battements par minute. Au calme olympien, autour de lui, les autres affichèrent des constantes similaires. Pas d'adrénaline, pas de sueur, pas de tension visible chez les Silariens. Ce genre de contrôle physiologique avant un combat était considéré comme de la démence suicidaire. Chez les humains, c'était juste du professionnalisme. Les premiers bruits de pas résonnèrent dans le corridor, lourds, synchronisés. 90 paires de bottes martiales frappant le sol en cadence. Le son psychologique classique. Montrer qu'on arrive en force. Semer la peur avant même le contact visuel. Marcus compta mentalement. 3, 2, 1... Les portes explosèrent vers l'intérieur dans un fracas de métal tordu. 90 soldats silariens en armure de combat complète se déversèrent dans le hall, armes levées, hurlant des ordres dans leur langue gutturale. Et les 7 gardes humains ne bougèrent pas d'1 millimètre. Ils restèrent là. Main dans le dos, regard fixe, comme si 90 guerriers extraterrestres armés jusqu'aux dents venaient juste d'entrer pour demander leur chemin. Le commandant silarien, un colosse de 3 mètres avec des cicatrices rituelles gravées dans son exosquelette, s'avança, ses 4 bras brandissant des armes à impulsion qui pouvaient réduire un humain en cendres. Par autorité du Conseil de sécurité régional, vous êtes en état d'arrestation. Rendez-vous immédiatement. Marcus inclina légèrement la tête, un mouvement minuscule, presque poli. Non merci. Le Silarien cligna de ses yeux composés comme si son traducteur neural avait bugué. Quoi? J'ai dit non merci. C'est gentil de proposer, mais on va décliner. Le silence qui suivit fut si profond qu'on aurait pu entendre une molécule d'air tomber, puis le commandant rugit. Un son qui fit vibrer les murs. Et chargea. Et l'univers apprit ce jour-là ce que signifiait vraiment être un prédateur terrien. Le commandant silarien chargea comme un train de marchandises lancé à pleine vitesse. 3 tonnes de muscles chitineux, d'exosquelettes blindés et de rage militaire concentrés dans un seul vecteur de destruction. Ses 4 bras brandissaient des armes à impulsion qui auraient pu traverser une coque de vaisseau. Marcus Webb ne bougea pas encore. Le silarien franchit 8 mètres. 7, 6, à 3 mètres. Il leva ses armes pour tirer à bout portant, à 2 mètres, son doigt pressa les gâchettes et Marcus bougea. Pas comme un soldat, pas même comme un guerrier entraîné. Non, il bougea comme quelque chose de bien plus ancien, de bien plus fondamental. Comme un prédateur qui avait passé des millions d'années à perfectionner l'art de ne pas mourir. Son corps se tordit latéralement avec une fluidité qui semblait défier l'anatomie. Les tirs d'impulsion passèrent là où sa tête se trouvait une microseconde plus tôt, grillant l'air avec un sifflement électrique. Dans le même mouvement, Marcus attrapa le poignet inférieur droit du Silarien, le point faible articulaire que sa formation avait identifié, utilisa l'élan de la charge contre son propriétaire et fit pivoter les 3 tonnes de guerriers aliens comme on fait tourner une toupie. Le commandant percuta 3 de ses propres soldats avec un fracas métallique. 4 corps s'effondrèrent en un tas confus de membres et d'armures cabossées, temps écoulé. 4 secondes.
Les 86 Silariens restants eurent exactement 0,3 secondes pour comprendre qu'ils avaient fait une erreur terrible. Puis les 6 autres gardes humains entrèrent dans la danse. Chen se déplaçait comme de l'eau coulant entre des rochers. Un Silarien bondit vers elle, griffes étendues. Elle se laissa tomber en avant, passa sous l'attaque, ses mains trouvant le point de jonction entre l'armure thoracique et abdominale de l'alien. Une pression précise, 5 kilogrammes exactement, angle de 43 degrés, et le système nerveux silarien envoya un signal de panique à tous les muscles. Le guerrier s'effondra comme un pantin au fil coupé. Conscient mais complètement paralysé, Kowalski, lui, jouait avec la physique de la station comme un musicien virtuose. Il attira 2 Silariens vers une zone où la gravité artificielle créait un vortex subtil. Quand ils chargèrent, il s'écarta au dernier moment. Les 2 aliens se percutèrent avec assez de force pour que leurs armures se soudent temporairement ensemble. Kowalski les poussa gentiment. Ils basculèrent et roulèrent comme une boule de bowling vivante, renversant 6 autres soldats. Okafor avait identifié le leader tactique du groupe, un lieutenant silarien qui criait des ordres depuis l'arrière. Il traversa le champ de bataille en ligne droite, esquivant les tirs avec des mouvements si rapides que les caméras de sécurité ne captaient que des traînées floues. Quand il atteignit le lieutenant, il lui retira son communicateur d'un geste presque délicat, puis appliqua une prise de soumission qui laissait le Silarien conscient, mais incapable de bouger ou de parler, et plus d'ordre, plus de coordination, juste 80 soldats en panique face à 7 humains qui semblaient danser entre les coups. Singh utilisait le poids des Silariens contre eux. Chaque fois qu'un alien attaquait, elle le guidait doucement vers un autre adversaire. Les guerriers s'assommaient mutuellement sans qu'elle ait besoin de frapper. C'était presque comique. Comme regarder des dominos vivants tomber en cascade, Reis avait trouvé le panneau de contrôle de la gravité locale. Avec 3 ajustements subtils, elle créa des zones de microgravité qui déstabilisaient les Silariens sans affecter les humains qui avaient anticipé les changements. Les aliens flottaient, désespérés, agitant leurs membres dans le vide pendant que Reyes les attrapait un par un et les déposait doucement contre les murs, neutralisés. Volkov était le plus direct. Il affrontait les Silariens de front, mais avec une efficacité chirurgicale, blocage, redirection. Frappe au plexus solaire équivalent, chaque alien tombait en exactement 2,7 secondes, pas de gestes superflus, pas de violence gratuite, juste une économie de mouvement qui aurait rendu jaloux un horloger suisse, et Marcus orchestrait tout ça comme un chef d'orchestre invisible. Un regard vers Chen. Elle comprenait et changeait de position. Un signe de tête vers Kowalski. Celui-ci ajustait sa stratégie. Il fonctionnait comme un organisme unique, anticipant, compensant, s'adaptant. À la 2e minute, 28 Silariens étaient au sol, conscients mais incapables de combattre. Aucun n'était mort. Aucun n'avait même de fracture. C'était une neutralisation si propre, si chirurgicale, que ça en devenait terrifiant. Le reste de l'escouade commença à reculer, pas par lâcheté. Les Silariens ne connaissaient pas ce mot, mais par instinct de survie, quelque chose clochait. Ces humains ne se battaient pas comme des soldats, ils se battaient comme le commandant, qui s'était relevé, eut soudain une révélation horrible. Il avait étudié la Terre dans les bases de données galactiques, une planète de classe 4, environnement hostile, gravité élevée, présence de mégafaunes prédatrices. Mais les rapports parlaient des humains comme d'une espèce sociale. Coopérative, pacifique, ce que les rapports ne mentionnaient pas, c'est que les humains avaient survécu en devenant des prédateurs plus efficaces que tous les autres prédateurs de leur monde, qu'ils avaient développé quelque chose d'unique dans la galaxie, la capacité de chasser en groupe coordonné, de traquer leur proie sur des centaines de kilomètres, de ne jamais abandonner, la chasse par persistance, la technique de prédation la plus terrifiante de l'univers connu. Et maintenant, dans ce hall, 90 guerriers d'élite découvraient ce que ça faisait d'être la proie. À la 3e minute, 60 Silariens étaient neutralisés, les 30 restants formèrent un cercle défensif, dos à dos, armes pointées vers l'extérieur,
Une formation classique, éprouvée par 1000 batailles, ça ne servit à rien. Chen se glissa entre deux soldats avec une souplesse impossible. Ses mains trouvèrent des points de pression que les Silariens ne savaient même pas qu'ils possédaient. Aux 4 guerriers s'effondrèrent. Avant que le cercle comprenne qu'il avait été pénétré, Kowalski, de son côté, avait trouvé un extincteur d'incendie. Il le vida dans la formation, créant un nuage de CO2 qui brouillait les capteurs thermiques des armures silariennes. Dans le brouillard blanc, les humains, qui comptaient sur leurs yeux biologiques naturels, avaient l'avantage absolu. 10 Silariens tombèrent avant que le nuage se dissipe. Marcus observait le chronomètre mental qu'il maintenait depuis le début. 3 minutes 47 secondes. 16 Silariens encore debout. Il fit un signe discret. Les 7 gardes convergèrent. Ce qui suivit fut moins un combat qu'une démonstration, où chaque humain prit 2 Silariens, les neutralisant avec une synchronisation qui aurait fait pleurer un chorégraphe de ballet. Les mouvements étaient si fluides, si parfaitement coordonnés, que les caméras enregistraient quelque chose qui ressemblait à une danse mortelle. Le dernier Silarien debout, le commandant lui-même, se retrouva face à Marcus. Ses 4 bras tremblaient légèrement, pas de peur, d'épuisement. Il avait donné tout ce qu'il avait. Comment haleta-t-il dans un standard galactique haché? Comment est-ce possible? Marcus inclina la tête, presque respectueusement. Parce que sur notre monde, commandant, tout essayait de nous tuer. La faune, la flore, la météo, les maladies. On a appris à survivre en devenant ce contre quoi rien ne pouvait survivre. Et puis un jour, on a décidé d'être civilisé. Il fit un pas en avant. Le commandant leva ses armes, mais ses bras tremblaient trop pour viser correctement. La différence entre vous et nous, et continua Marcus, c'est que vous êtes guerriers parce que vous avez choisi de l'être. Nous sommes prédateurs parce que nous n'avions pas le choix. Et maintenant qu'on peut choisir, eh bien, on préfère la paix. Le commandant cligna de ses yeux composés. Mais vous venez de neutraliser 90 soldats sans tuer personne. Oui, c'est ça, la vraie force, pas de détruire, de se retenir. Marcus fit un dernier geste, rapide, précis, presque doux, et le commandant silarien s'effondra, inconscient mais indemne. 4 minutes et 37 secondes exactement. Marcus se tourna vers les autres, pas une égratignure, pas une goutte de sueur. Il se tenait au milieu d'un océan de corps silariens inconscients, respirant calmement, comme s'il venait juste de terminer un exercice matinal de routine. Il activa son communicateur, Ambeshada Humana, au servicio de segurança da estação. Il se reprit, basculant sur le standard galactique. Ambassade humaine à la sécurité de la station. Incident contenu, 90 blessés nécessitant assistance médicale immédiate, aucune fatalité, je répète, aucune fatalité. Diana sortit de son bureau, elle avait tout observé, chaque seconde, chaque mouvement, et maintenant, debout, au milieu de ce champ de bataille silencieux, elle ressentait un mélange de fierté et de culpabilité si intense qu'elle en avait mal au ventre. « Sergent Webb, dit-elle calmement, rapport, 90 adversaires neutralisés, 7 humains opérationnels à 100%, dommages matériels minimes, 3 portes à remplacer, un panneau de gravité à recalibrer, estimation des blessures ennemies, contusions diverses, traumatismes non mortels. Une paralysie temporaire. Tous devraient récupérer complètement dans les 72 heures. Diana hocha la tête. Elle s'approcha du commandant silarien inconscient, s'agenouilla à côté de lui. « Vous allez bien vous remettre ?» murmura-t-elle, même si elle savait qu'il ne pouvait pas l'entendre. « Et quand vous vous réveillerez, vous raconterez à vos supérieurs ce qui s'est passé ici. Vous leur direz que les humains ne sont pas faibles, juste contrôlés. » Elle se releva, épousseta son uniforme, les enregistrements, transmis en direct vers les 3 serveurs indépendants, confirma Kowalski. Et, il semblerait que quelqu'un ait accidentellement diffusé le flux sur le réseau public de la station. Oups, Diana lui lança un regard. Kowalski affichait son sourire le plus innocent. Accidentellement. Totalement accidentellement, madame. Ces systèmes galactiques sont si compliqués. Diana ne put s'empêcher de sourire.
parfait, dans moins d'une heure, toutes les espèces présentes sur Hélion Prime auraient vu les images. Dans moins de 6 heures, ça aurait atteint les coins les plus reculés de la galaxie. Le message était envoyé, fort et clair. Les équipes médicales arrivèrent 12 minutes plus tard, suivies par 3 escouades de sécurité de la station. Ils s'arrêtèrent net en voyant la scène, 90 Silariens gisant au sol, comme des poupées de chiffon. 7 humains debout, impeccables, attendant poliment le chef de la sécurité, un Kraat nommé Gortak, approcha lentement, ses yeux de pierre fixés sur Marcus. Qu'est-ce qui? Comment? Ils sont entrés sans autorisation, expliqua Marcus d'un ton neutre. Nous nous sommes défendus. Et proportionnellement. Proportionnellement, répéta Gortak en regardant le carnage non sanglant autour de lui. Vous appelez ça proportionnel? Ils sont tous vivants, non. Aucune blessure permanente. On aurait pu faire bien pire. Le Kraat resta silencieux pendant un long moment. Puis, lentement, il hocha sa tête massive. Je dois faire un rapport. Bien sûr, acquiesça Diana en s'approchant. Nous serons ravis de coopérer avec l'enquête. Tous nos enregistrements sont à votre disposition. Gortak la regarda comme si elle venait de lui proposer de sauter d'un vaisseau en plein vol. Vos enregistrements? Oui, vidéo, haute définition, audio multipiste, données biométriques, tout. Nous n'avons rien à cacher. Elle marqua une pause, puis ajouta avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Contrairement à ceux qui ont ordonné cette petite visite, Gortak déglutit, un son qui ressemblait à des rochers s'entrechoquant. Oui, bien sûr, l'enquête sera approfondie, Diana hocha la tête gracieusement. Nous n'en attendons pas moins. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, il est tard et mes gardes ont besoin de repos. Ça a été une soirée fatigante. Elle se tourna vers ses 7 soldats. Messieurs, mesdames, excellente prestation, repos jusqu'à 06h. Ensuite, petit déjeuner et débriefing. À vos ordres, madame, répondirent-ils à l'unisson. Ils quittèrent le hall d'un pas tranquille, laissant derrière eux un océan de Silariens inconscients, des équipes médicales abasourdies et une question qui allait bientôt résonner dans toute la galaxie. Qu'est-ce qu'on vient de réveiller dans son bureau privé, loin du chaos? L'archiviste Xelani visionnait les enregistrements pour la 3e fois. Ses doigts irisés tremblaient légèrement. Réaction physique qu'elle n'avait pas eue depuis 4 siècles. Elle avait documenté des guerres galactiques, des extinctions d'espèces, des génocides orchestrés avec une efficacité terrifiante, mais elle n'avait jamais vu une démonstration de force aussi contrôlée, aussi précise, aussi fondamentalement terrifiante dans sa retenue. Les humains n'avaient pas prouvé qu'ils savaient se battre. Toutes les espèces savaient se battre. Ils avaient prouvé quelque chose de bien plus inquiétant, qu'ils savaient ne pas tuer quand ils en avaient l'opportunité. Xelani ferma les enregistrements et ouvrit un nouveau fichier dans ses archives millénaires. Elle le titula simplement « Le jour où la galaxie comprit sa naïveté », puis elle commença à écrire « Pour l'histoire, pour les générations futures qui se demanderaient comment tout avait changé en 4 minutes et 37 secondes, l'aube artificielle d'Hélion Prime se levait sur une station en état de choc collectif. Dans les corridors, les discussions habituellement polies entre diplomates avaient cédé la place à des chuchotements fébriles. Les écrans publics, normalement réservés aux annonces protocolaires ennuyeuses, diffusaient en boucle les images de la nuit précédente, 4 minutes et 37 secondes qui allaient redéfinir l'équilibre galactique. Diana Ravin sirotait son café, véritable café terrien, pas cette bouillie synthétique que la station osait appeler ainsi, en parcourant les flux d'informations qui inondaient son terminal. Les réactions tombaient de tous les secteurs de la galaxie et elles étaient variées, transmission du dominat vélarien, analyse biomécanique préliminaire des sujets humains, révèle des capacités kinesthésiques dépassant 87% des espèces guerrières connues, recommandations, révision immédiate des protocoles de classification, communiqués de l'Assemblée Kraat. La démonstration de retenue face à une supériorité martiale absolue et sans précédent dans nos archives militaires,
Les humains méritent respect, déclaration du collectif nexilien. Nous exigeons des explications. Aucune espèce de classe 4 ne devrait posséder de telles capacités sans modifications génétiques illégales. Et puis, il y avait les analyses scientifiques. Des xénobiologistes de 12 espèces différentes décortiquaient chaque frame des enregistrements, et leurs conclusions étaient toutes plus alarmantes, les unes que les autres. Diana lut un rapport particulièrement détaillé, signé par une équipe de chercheurs indépendants. Les sujets humains présentent plusieurs caractéristiques qui expliquent leur efficacité au combat. 1. Vision binoculaire, permettant une perception de profondeur exceptionnelle. 2. Endurance cardiovasculaire supérieure, liée à l'évolution comme prédateur de persistance. 3. Capacité de thermorégulation par sudation, permettant des efforts prolongés. 4. Coordination main-œil, dépassant celle de 94% des espèces recensées. 5. Système nerveux optimisé pour la précision plutôt que la force brute. Plus inquiétant encore, contrôle émotionnel et cognitif, permettant une violence calculée, sans perte de rationalité. Conclusion, les humains ne sont pas des guerriers conventionnels, ce sont des prédateurs apex qui ont appris à se civiliser. Marcus Webb, et qui lisait par-dessus son épaule, siffla doucement. « Ils ont compris alors ?» « Oui, confirma Diana. La question maintenant est, qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette compréhension ?» La réponse vint plus vite qu'elle ne l'aurait cru. Une convocation officielle arriva à 08h23 temps station, pas une invitation informelle cette fois. Un ordre direct du conseil plénier au complet, présence obligatoire, immédiate. Diana se leva, ajusta son uniforme. « Sergent Webb, vous m'accompagnez. Les autres restent ici. Si je ne suis pas de retour dans 2 heures, contactez la Terre et activez le protocole Exodus. » Marcus hocha la tête. Le protocole Exodus était simple. Évacuation immédiate de tous les humains de la station, diffusion massive de tous les enregistrements et rupture totale des relations diplomatiques. Le plan nucléaire, celui qu'on espérait ne jamais devoir utiliser. « Bonne chance, madame », dit-il simplement. Diana sourit. La chance n'a rien à voir là-dedans. « Sergent, le planarium central était bondé. Pas seulement les membres permanents du Conseil, mais aussi les observateurs, les attachés diplomatiques, les journalistes accrédités. Tout le monde voulait voir la suite du spectacle. Diana et Marcus entrèrent dans un silence si profond qu'on aurait pu entendre une pensée tomber. Tous les regards convergeaient vers eux, certains exprimaient de la fascination, d'autres de la peur, quelques-uns, notamment chez les Silariens, de la rage froide. Tralkesh se tenait à sa place habituelle, mais sa posture avait changé, plus de morgue arrogante, plus de condescendance amusée. Ses 4 bras étaient croisés dans une position défensive, et ses yeux composés suivaient chaque mouvement de Diana avec une vigilance nouvelle. Le grand arbitre, un être ancien d'une espèce si vieille que personne ne se souvenait de son nom originel, fit résonner le gong d'ouverture de session. « Ambassadrice Ravin, sergent Webb, approchez !» Ils s'avancèrent jusqu'au centre du planarium, là où la gravité inversée créait une plateforme flottante. Diana monta avec assurance. Marcus resta en bas, main dans le dos, observant tout. « Des accusations graves ont été portées contre votre délégation », commença l'arbitre de sa voix, qui semblait venir de plusieurs dimensions à la fois. Violence disproportionnée, usage de force létale, menace à la sécurité de la station. Diana attendit. Elle savait que c'était du théâtre. Il fallait laisser les acteurs jouer leur rôle. « Qu'avez-vous à répondre ? Létal !» répéta Diana calmement, « Avec tout le respect que je vous dois, grand arbitre, pas un seul des 90 assaillants n'est mort. Pas un seul n'a de blessure permanente. Si nous avions voulu être létaux, cette conversation n'aurait pas lieu. » Un murmure parcourut l'assemblée. Tralkesh se leva d'un bond. « Vous vous moquez de nous. Vous avez humilié 90 guerriers d'élite. Vous les avez traités comme des enfants. » Diana se tourna vers lui, et quelque chose dans son regard fit reculer le colosse silarien d'un pas. « Conseiller Tralkesh, j'aimerais vous poser une question. Quand votre peuple a gagné son siège au Conseil, il y a 12 siècles, comment l'avez-vous fait?
Le Silarien cligna de ses yeux multiples. Par la démonstration de notre supériorité militaire. Combien sont morts durant cette démonstration? Silence. Les archives indiquent 3 200 000 victimes, intervint la voix calme de Xelani depuis sa position d'observatrice neutre, dont 1,8 million de civils. Diana laissa cette information flotter dans l'air comme une accusation silencieuse. 3 millions, répéta-t-elle, contre 0, et c'est nous qu'on accuse de violence excessive. L'arbitre leva une main translucide. Le contexte historique n'excuse pas. Je n'excuse rien. L'interrompit Diana avec une politesse glaciale. Je contextualise. Chaque espèce dans ce plénarium a gagné son siège en prouvant sa capacité à détruire. Les Vélariens ont vitrifié une lune entière. Les Kraats ont écrasé une rébellion en réduisant une planète en astéroïde. Les Nexiliens ont... Dois-je continuer? Personne ne répondit. La Terre, elle, vient de faire quelque chose que personne dans cette galaxie n'avait jamais fait, prouver sa force sans verser une goutte de sang. Et vous nous accusez, non. Ce que vous ressentez, ce n'est pas de l'indignation morale, c'est de la gêne, vexeria la conseillère vélarienne. Ondula nerveusement dans sa bulle. Vous prétendez être supérieur à nous. Non, répondit Diana fermement. Je prétends que nous sommes différents, que nous offrons une alternative, que peut-être, juste peut-être, la galaxie pourrait apprendre quelque chose d'une espèce qui a choisi de contrôler sa violence plutôt que de la célébrer. Le silence qui suivit était électrique. Diana vit des expressions changer à travers la salle. Certains conseillers semblaient méditer ses paroles, d'autres affichaient une résistance butée. Puis une voix s'éleva depuis le fond du plénarium. Un jeune attaché Kraat, dont la pierre constituant son corps brillait d'un éclat inhabituel. Question pour l'ambassadrice Ravin, si le conseil le permet. L'arbitre hocha la tête. Vous avez neutralisé 90 adversaires sans aide technologique majeure. Comment est-ce possible pour une espèce aussi récente? Diana sourit. Enfin, une vraie question. Parce que nous venons d'un monde qui a essayé de nous tuer pendant des millions d'années. La Terre, notre planète, est un environnement de classe 4. Gravité élevée, mégafaune prédatrice, micro-organismes pathogènes, extrêmement agressifs, variations climatiques extrêmes. Nos ancêtres n'ont pas survécu en étant les plus forts ou les plus rapides. Ils ont survécu en étant les plus adaptables. En apprenant à coopérer, en développant des cerveaux capables de stratégies complexes, en devenant des prédateurs de persistance, la forme de chasse la plus terrifiante que l'évolution ait jamais produite, elle marqua une pause, laissant l'information se diffuser. Vous voulez savoir notre secret. Nous ne sommes pas exceptionnels parce que nous sommes forts. Nous sommes exceptionnels parce que nous avons appris à ne pas utiliser notre force. C'est ça qui fait de nous des partenaires viables dans une communauté galactique. Un exilien dans l'assistance leva plusieurs de ses tentacules. Mais comment pouvons-nous vous faire confiance? Si vous êtes si dangereux, précisément parce que nous sommes dangereux, répondit Diana. Pensez-y, si nous étions faibles et pacifiques, notre pacifisme ne vaudrait rien. Ce serait juste de l'impuissance déguisée, mais nous avons prouvé que nous pouvons nous défendre, et ayant prouvé ça, nous choisissons quand même la paix. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la force disciplinée. Xelani se leva de son siège d'observatrice, un geste sans précédent. Si le Conseil me le permet, j'aimerais partager une perspective historique. L'arbitre sembla hésiter, puis acquiesça. Parlez, archiviste. Xelani se déplaça vers le centre, sa peau irisée, pulsant de couleur, qui trahissait une émotion rare chez son espèce. J'ai documenté l'ascension de 47 civilisations au sein de ce conseil. Toutes, sans exception, ont utilisé la violence létale pour prouver leur légitimité. C'est devenu notre norme, notre standard. Mais en observant les humains, j'ai réalisé quelque chose. Nous avons confondu capacité et nécessité. Nous avons cru que pour être respectés, nous devions tuer. Les humains viennent de prouver le contraire. Elle se tourna vers Diana. Ils nous ont montré qu'une civilisation mature n'est pas celle qui tue le plus efficacement,
Mais celle qui sait ne pas tuer quand elle en a le pouvoir, c'est une leçon que nous, espèces anciennes, avions oubliée. Thralkesh frappa le sol de ses 4 bras, le signe silarien d'objection violente. Des paroles. Tout ça n'est que des paroles. Ils nous ont humiliés, ils ont prouvé qu'ils nous voient comme inférieurs. Diana le fixa. Non, conseiller, nous avons prouvé que nous vous voyons comme vivants. C'est pour ça qu'aucun de vos soldats n'est mort. Si nous vous considérions comme inférieurs, nous n'aurions pas pris le risque de les épargner. Nous les aurions simplement éliminés. Un frisson collectif parcourut l'assemblée. La logique était implacable. L'arbitre leva sa main pour réclamer le silence. Le Conseil doit délibérer. Ambassadrice Ravin, Sergent Webb, veuillez vous retirer le temps que nous prenions une décision sur votre statut. Diana inclina la tête et quitta le plénarium, Marcus sur ses talons dès qu'ils furent dans le corridor isolé. Elle s'appuya contre le mur, les jambes soudain tremblantes. « Ça s'est bien passé », murmura Marcus, « ou terriblement mal, impossible à dire. Vous avez été brillante là-dedans. » Diana rit amèrement. « Brillante. J'ai juste dit la vérité, Marcus. Et parfois, c'est l'arme la plus dangereuse. » Ils attendirent 3 heures. 3 heures durant lesquelles Diana imagina 1000 scénarios catastrophiques, expulsions, sanctions économiques, blocus militaire, guerre, puis le rappel vint. Quand elle rentra dans le plénarium, l'atmosphère avait changé. Plus de tension hostile, juste, une sorte de résignation respectueuse. L'arbitre se leva. Après délibération, le Conseil a décidé d'ouvrir une enquête complète sur l'incident. Les responsables de l'attaque non autorisée contre votre délégation feront face à des sanctions appropriées. Diana sentit quelque chose se détendre en elle. Ce n'était pas parfait, mais c'était un début. Et concernant le statut de la Terre, les revendications coloniales terriennes dans le secteur Kepler 442 sont confirmées. Les 3 colonies restent sous juridiction humaine. Diana dut se retenir de sourire. Le Conseil est généreux. Le Conseil est pragmatique, corrigea Thralkesh avec amertume. Nous avons vu ce que 7 de vos gardes peuvent faire. Personne ici n'est assez fou pour découvrir ce qu'une armée humaine pourrait accomplir. C'était une capitulation déguisée en rationalité politique. Diana l'accepta avec grâce. La Terre n'a aucune intention d'utiliser la force, conseiller. Notre démonstration d'hier soir avait pour but de garantir que nous n'aurions jamais à le faire. Xélani s'approcha après la session. « Vous avez changé quelque chose aujourd'hui », dit-elle doucement. « La galaxie se souviendra de ce moment. »« J'espère qu'elle s'en souviendra correctement, » répondit Diana. « Comme le jour où on a prouvé que la paix peut être un choix conscient, pas juste une faiblesse forcée. Oh, elle s'en souviendra, croyez-moi. » Diana laissa passer exactement 48 heures avant de demander une session extraordinaire du Conseil. 48 heures durant lesquelles les images de l'incident tournaient en boucle sur tous les réseaux galactiques. 48 heures pendant lesquelles les analystes décortiquaient chaque frame, chaque mouvement, chaque décision. 48 heures pour que la galaxie se pose la question qu'elle aurait dû se poser dès le début. Comment les humains savaient-ils exactement quoi faire ? La convocation officielle portait un titre simple « Clarification des événements du 14 Tertius ». Rien de menaçant, rien d'accusateur, juste une ambassadrice qui voulait mettre les choses au clair. Le plénarium était à nouveau bondé. Cette fois, personne ne voulait manquer le spectacle. Diana entra avec Marcus à ses côtés, mais elle portait quelque chose de nouveau. Une mallette de données physiques, un objet presque archaïque dans une ère de transmission quantique instantanée. Le message était clair. Ce qu'elle s'apprêtait à révéler était trop important pour être confié au réseau numérique. Elle monta sur la plateforme centrale sans un mot, posa la mallette et attendit que le silence se fasse. « Membre du Conseil », commença-t-elle d'une voix parfaitement calme, « je vous ai demandé de vous réunir aujourd'hui. Parce qu'il y a quelque chose que vous devez savoir, quelque chose que ma délégation a gardé secret jusqu'à présent. » Thralkesh se pencha en avant, ses mandibules cliquetant d'impatience. « Encore des révélations dramatiques, ambassadrice. Vous allez nous dire que vos soldats sont des surhommes génétiquement modifiés. » Diana lui sourit, un sourire qui ne contenait aucune chaleur.
Non, conseiller. Je vais vous dire quelque chose de bien plus perturbant. Elle ouvrit la mallette et activa un projecteur holographique. Des données commencèrent à défiler dans l'air. Des interceptations de communication, des analyses de mouvements de troupes, des rapports de renseignement. Il y a 72 heures, avant même notre arrivée sur cette station, les services de renseignement terrestres ont intercepté des communications entre 6 membres du Conseil. Ces communications détaillaient un plan. Nous intimider par la force, tester nos limites, nous forcer à abandonner nos revendications coloniales. Un murmure choqué parcourut l'Assemblée. Diana laissa l'information se diffuser avant de continuer. Nous savions qu'une attaque aurait lieu. Nous connaissions le nombre d'assaillants, 90. Nous connaissions leur provenance. Des mercenaires silariens recrutés par une coalition secrète. Nous connaissions même l'heure approximative de l'assaut. Elle fit défiler les données, montrant des interceptations horodatées, des analyses prédictives, des modèles comportementaux. Tout était là. Et tout était documenté. Vexria se dressa dans sa bulle, ses couleurs passant au rouge vif, signe d'alarme chez les Vélariens. Vous saviez, et vous n'avez rien fait. Aussi, nous avons fait quelque chose, corrigea Diana. Nous avons laissé l'attaque se produire. Le silence qui suivit était si absolu qu'on aurait pu entendre une molécule se désintégrer. L'arbitre fut le premier à retrouver sa voix. « Vous avez quoi ?» Diana avança d'un pas, ses yeux balayant l'Assemblée. « Nous avons détecté la menace 12 heures avant qu'elle ne se matérialise. Nous aurions pu évacuer notre ambassadrice vers un endroit sûr. Nous aurions pu alerter la sécurité de la station. Nous aurions pu demander des renforts militaires à la Terre. Nous aurions même pu simplement publier les preuves de la conspiration et la désamorcer avant qu'elle ne commence. » Elle marqua une pause, laissant chaque possibilité résonner. « Nous n'avons rien fait de tout ça, au lieu de quoi nous avons attendu. Nous avons laissé 90 soldats pénétrer dans notre secteur. Nous les avons laissés croire qu'ils avaient l'avantage. » Et ensuite, Marcus, toujours en bas de la plateforme, termina la phrase. « Ensuite, on leur a appris une leçon que cette galaxie avait besoin d'entendre. Tralkesh explosa. Vous nous avez manipulés. Vous avez transformé mes compatriotes en cobayes pour votre petit jeu politique. » Diana se tourna vers lui et quelque chose dans son regard fit taire le colosse silarien. « Non, conseiller, vous les avez transformés en cobayes quand vous les avez envoyés attaquer une ambassade sous faux prétexte. Nous leur avons simplement montré la réalité qu'ils auraient découverte de toute façon. » Elle réactiva le projecteur, affichant maintenant des simulations tactiques. « Si nous avions réagi avec violence létale, que se serait-il passé ? La galaxie nous aurait vus comme des barbares dangereux si nous avions fui. Vous nous auriez vus comme des lâches. Nous avions besoin de prouver 2 choses simultanément, que nous pouvons nous défendre et que nous choisissons de le faire avec retenue. La seule façon d'accomplir ça était de vous laisser nous attaquer et de répondre exactement comme nous l'avons fait. Un conseiller nexilien, celui qui avait déjà parlé lors de la session précédente, leva plusieurs tentacules. Mais c'était risqué, vos gardes auraient pu être blessés, tués même. Oui, acquiesça Diana simplement, c'était risqué. Et ce risque, je l'ai pris, pas eux, moi, c'était ma décision, mon ordre, mon poids à porter. Elle se tourna vers Marcus. « Sergent Webb, dites au conseil ce que je vous ai ordonné de faire. » Marcus se raidit légèrement, mais sa voix resta ferme. « L'ambassadrice Ravine m'a ordonné de laisser l'attaque se produire, de ne pas demander de renfort, de permettre aux assaillants d'entrer dans notre secteur et ensuite de les neutraliser sans causer de fatalité. Protocole miroir, force proportionnelle. 0 mort, et vous avez accepté cet ordre, demanda l'arbitre incrédule. Sans hésitation, confirma Marcus, parce que je comprenais ce qu'elle essayait d'accomplir, pas une victoire militaire, une victoire philosophique. Xelani quitta son poste d'observatrice et s'approcha de la plateforme centrale. Son geste était sans précédent. Les archivistes n'intervenaient jamais directement dans les délibérations. Si le Conseil me le permet, j'aimerais contextualiser ce que l'ambassadrice vient de révéler. L'arbitre sembla sur le point de refuser, puis hocha lentement la tête. « Parlez, archiviste. »
Mais brièvement, Xelani se tourna vers l'assemblée, sa peau irisée pulsant de couleurs complexes. Dans mes 4000 ans d'existence, j'ai documenté innombrables conflits galactiques, des guerres, des massacres, des génocides, et dans chacun de ces événements, j'ai vu le même schéma. L'escalade, quelqu'un frappe, l'autre riposte plus fort et le cycle continue jusqu'à l'anéantissement mutuel. Elle fit un geste vers Diana. Cette femme vient de faire quelque chose que je n'ai jamais vu en 4 millénaires. Elle a cassé le cycle, elle a absorbé la première frappe, riposté avec exactement la force nécessaire. Puis s'est arrêtée, pas de représailles, pas d'escalade, juste de la discipline. Le Nexilien qui avait parlé plus tôt ondula nerveusement. Mais comment pouvons-nous faire confiance à une espèce capable de manipuler les événements avec autant de froideur? Diana rit, un rire court, presque triste. Vous voulez savoir la vérité, conseiller. Chaque nuit, depuis cette décision, je me réveille en sueur, me demandant si j'ai fait le bon choix. Je revois en boucle les 1000 façons dont ça aurait pu mal tourner. Marcus mort, Chen blessé, Kowalski capturé, et tout ça aurait été de ma faute. Sa voix se brisa légèrement. Vous pensez que j'ai pris cette décision froidement? J'ai joué avec des vies humaines comme des pions d'échecs. Oui, mais ce n'était pas froid. C'était calculé, nécessaire et absolument terrifiant, parce que c'est ça, le vrai leadership. Faire les choix impossibles et vivre avec les conséquences. Le silence qui suivit était chargé d'une émotion nouvelle. Pour la première fois, le Conseil ne voyait pas Diana comme une manipulatrice calculatrice, mais comme une leader qui portait le poids de ses décisions. Tralkesh se leva lentement, ses 4 bras croisés. Vous nous avez donc tous manipulés. La coalition, moi, mes soldats, tout ça pour prouver un point philosophique. Non, répondit Diana en soutenant son regard. Pour prouver que la paix humaine n'est pas une faiblesse, mais un choix, et qu'un choix conscient vaut infiniment plus qu'une incapacité déguisée, elle réactiva le projecteur une dernière fois, affichant des statistiques comparatives. Regardez ces chiffres. Quand les Silariens ont rejoint le Conseil, 3 millions de morts. Quand les Vélariens ont prouvé leur force, une lune entière vitrifiée, 2 milliards de victimes. Quand les Krates ont démontré leur puissance, une planète réduite en astéroïde, les chiffres flottaient dans l'air comme des accusations silencieuses. Et nous, 90 adversaires neutralisés, 0 fatalité, c'est ça, la différence. Nous ne sommes pas venus ici pour conquérir, nous sommes venus pour vous montrer qu'il existe une autre voie. Vexria ondula doucement. Ses couleurs passant au bleu, signe de contemplation profonde. Et si nous refusons cette leçon, si nous vous voyons toujours comme une menace? Diana haussa les épaules. Alors vous aurez manqué l'opportunité de votre vie. Parce que tôt ou tard, d'autres espèces vont découvrir ce que nous avons appris. Que la vraie force n'est pas de gagner des guerres, mais de ne pas avoir à les mener. L'arbitre leva sa main translucide. Le Conseil doit délibérer sur ces révélations, ambassadrice Ravin. Non, l'interrompit Diana fermement. Plus de délibération à huis clos, plus de conspiration secrète, si vous voulez débattre de notre place dans cette galaxie. Faites-le ici, maintenant, devant témoins, parce que c'est comme ça que fonctionne une vraie communauté galactique. Dans la transparence, le défi était lancé, l'arbitre pouvait soit accepter et établir un nouveau précédent, soit refuser et prouver que le Conseil avait quelque chose à cacher. Il choisit d'accepter. Très bien, délibération publique, que tous ceux qui pensent que la Terre devrait être expulsée pour manipulation se manifestent. 8 mains, tentacules ou appendices se levèrent, moins de la moitié du Conseil. Que tous ceux qui pensent que la Terre mérite l'admiration pour sa retenue se manifestent. 23 se levèrent, y compris, à la surprise générale, Tralkesh, le Silarien, grogna. Je déteste admettre ça, mais vous nous avez enseigné quelque chose que nous avions oublié. Que la civilisation ne se mesure pas à notre capacité de détruire, mais à notre capacité de nous retenir. C'est une leçon amère. Mais nécessaire, Diana inclina la tête avec respect. Merci, conseiller, l'arbitre frappa son gong. Alors qu'il soit acté.
La Terre est confirmée comme membre à part entière du Conseil galactique. Toutes ses revendications coloniales sont validées et il marqua une pause significative. Et que ce jour soit enregistré dans nos archives comme le moment où la galaxie a grandi. Après la session, alors que Diana et Marcus quittaient le plénarium, Xelani les intercepta. Ambassadrice, un mot, Diana s'arrêta. Archiviste, ce que vous avez fait aujourd'hui, c'était remarquable, terrifiant, manipulateur, brillant, mais remarquable. J'ai fait ce que je devais faire. Non, corrigea Xelani. Vous avez fait ce que personne d'autre n'aurait osé faire, et c'est pour ça que l'humanité va changer cette galaxie. Elle tendit quelque chose, un petit cristal de données. Qu'est-ce que c'est? Une copie de mes archives personnelles. 4000 ans d'histoire galactique. Je veux que vous les ayez, parce que je pense que vous, plus que quiconque, comprendrez les leçons qu'elles contiennent. Diana prit le cristal, troublée par ce geste. Pourquoi moi? Xelani sourit. Une expression rare chez son espèce. Parce que vous avez prouvé aujourd'hui que vous comprenez quelque chose que la plupart ont oublié. Que l'histoire n'est pas écrite par ceux qui gagnent, mais par ceux qui choisissent comment gagner. Sur ces mots, l'archiviste disparut dans les corridors luminescents de la station. Marcus regarda Diana. « On a réussi, madame. »« Oui, » murmura-t-elle. « Maintenant reste à voir si on peut vivre avec ce succès. » 3 jours s'étaient écoulés depuis la révélation. 3 jours durant lesquels le Conseil galactique avait débattu, analysé, contesté et finalement accepté la vérité. L'humanité n'était pas venue pour conquérir, elle était venue pour enseigner. La session de ratification finale avait été convoquée pour 14 heures. Dans station, Diana Ravine se tenait devant le miroir de ses quartiers, ajustant son uniforme gris pour la dernière fois. Derrière elle, les 7 gardes formaient une ligne silencieuse. Ils portaient maintenant quelque chose de nouveau, une petite broche argentée sur leur poitrine gauche, le symbole de la Terre entouré de 7 étoiles. L'ordre de la retenue, comme l'avait baptisé le commandement terrien dans un message arrivé la veille, la plus haute distinction militaire que la Terre pouvait offrir, pas pour avoir tué, pour avoir choisi de ne pas le faire. Marcus Webb observait sa propre broche avec un mélange de fierté et de malaise. Et « Ça fait bizarre, non ?» murmura-t-il. « Être décoré pour ne pas avoir fait quelque chose ?» Diana se retourna vers lui. « C'est justement le point, sergent. Le courage ne se mesure pas seulement à ce qu'on fait, mais aussi à ce qu'on refuse de faire. » Chen, qui vérifiait son communicateur, leva les yeux. Les flux d'informations montrent que 23 espèces mineures ont déjà contacté la Terre pour établir des relations diplomatiques. Ils veulent tous savoir comment on fait ça. Kowalski ricana. Faire quoi? Ne pas tuer des gens? C'est pas censé être le standard de base pour la civilisation. On aimerait le croire, répondit Diana. Mais apparemment la galaxie avait oublié cette leçon depuis longtemps. Un signal lumineux clignotait sur le terminal. L'heure, Diana prit une profonde inspiration. Bon, allons finir ce qu'on a commencé. Le plénarium était méconnaissable. Au lieu de l'atmosphère hostile ou tendue des sessions précédentes, il régnait maintenant quelque chose qui ressemblait presque à du respect. Les conseillers se levèrent quand Diana entra. Pas tous, mais suffisamment pour que ce soit significatif. Tralkesh se tenait à sa place habituelle. Mais sa posture avait changé. Plus de morgue, plus de condescendance. Il inclina légèrement la tête quand Diana passa devant lui, un geste minuscule. Mais pour un Silarien, c'était l'équivalent d'une génuflexion. L'arbitre frappa son gong et le silence se fit instantanément. Nous sommes réunis aujourd'hui pour voter officiellement sur l'admission permanente de la Terre au Conseil galactique, mais avant le vote, certains membres souhaitent prendre la parole. Xelani fut la première à se lever. Elle s'avança vers le centre avec une grâce qui semblait défier la gravité. « Je ne suis pas censé intervenir dans ces délibérations », commença-t-elle. « Mon rôle est d'observer, pas de juger, mais aujourd'hui je vais transgresser cette règle, parce que ce que j'ai observé ces derniers jours mérite d'être dit à voix haute. » Elle se tourna vers Diana. L'ambassadrice Ravin et sa délégation ont fait quelque chose que je n'avais jamais vu en 4 millénaires.
Ils ont transformé une démonstration de force en leçon de sagesse. Ils auraient pu tuer, ils ont choisi d'épargner. Ils auraient pu humilier, ils ont choisi d'éduquer. Et ce faisant, ils ont prouvé que l'évolution d'une espèce ne se mesure pas à sa technologie ou à sa puissance militaire, mais à sa capacité de retenue consciente. Elle fit une pause, laissant ces mots résonner. Si nous refusons leur admission aujourd'hui, nous ne rejetons pas seulement une espèce. Nous rejetons la possibilité de devenir meilleurs nous-mêmes. Xelani retourna à sa place dans un silence absolu, puis Tralkesh se leva. Un murmure parcourut l'assemblée. Le leader de la faction qui avait orchestré l'attaque allait-il vraiment parler en faveur des humains? Le colosse silarien s'avança, ses 4 bras croisés dans une position qui, chez son espèce, signifiait humilité. « Je vais dire quelque chose que je ne pensais jamais prononcer », commença-t-il, sa voix gutturale résonnant dans tout le plénarium. « Les humains avaient raison, et nous avions tort. » Un silence choqué accueillit ces mots. Pendant des siècles, mon peuple a cru que la force se mesurait au nombre d'ennemis vaincus, que le respect s'obtenait par la peur, que la paix n'était que l'intervalle entre 2 guerres. Les humains nous ont montré à quel point nous étions primitifs dans notre pensée. Il se tourna vers Diana. « Vous auriez pu massacrer mes compatriotes. Vous en aviez le droit, même selon nos propres lois de guerre. Mais vous ne l'avez pas fait, pas par faiblesse, par choix, et ce choix est plus terrifiant que n'importe quelle arme. » Tralkesh s'inclina. Un geste qu'aucun Silarien n'avait jamais fait devant une autre espèce. « La terre a mon vote. Et mon respect. » Il retourna à sa place, laissant derrière lui un plénarium stupéfait. Vexria ondula dans sa bulle, ses couleurs passant par une gamme complexe d'émotions. « Je dois avouer ma propre honte, » dit-elle d'une voix cristalline. « Quand j'ai vu les images de l'incident, ma première pensée n'a pas été d'admirer la retenue humaine. Ça a été de me demander comment exploiter leur faiblesse apparente. » Elle marqua une pause, ses couleurs virant au bleu profond, signe de regret sincère chez les Vélariens. « J'ai mis 3 jours à comprendre que je regardais tout à l'envers. Ce n'était pas de la faiblesse, c'était de la force que je ne pouvais même pas concevoir. La force de se retenir quand tous vos instincts hurlent de frapper, c'est quelque chose que mon peuple a oublié depuis longtemps. » D'autres prirent la parole. Des Kraats, des Nexiliens, des espèces dont Diana ne connaissait même pas les noms, certains pour soutenir l'admission terrienne, d'autres pour exprimer leurs inquiétudes. Mais même les opposants reconnaissaient maintenant que leurs craintes venaient de leur propre incapacité à comprendre ce paradigme nouveau. Finalement, l'arbitre leva sa main translucide. Le moment du vote est venu. Que tous ceux qui s'opposent à l'admission permanente de la Terre au Conseil galactique se manifestent, et 7 mains se levèrent sur 81 membres. Que tous ceux qui soutiennent cette admission se manifestent, 74. Une majorité écrasante, le gong résonna 3 fois. Le signal traditionnel d'une décision historique, qu'il soit acté. La Terre est désormais membre permanent du Conseil galactique. Avec tous les droits et responsabilités qui en découlent, que cette décision soit enregistrée dans les archives, comme le jour où nous avons choisi l'évolution plutôt que la stagnation. Diana ferma les yeux un instant. Elle l'avait fait, contre toute attente, avec une stratégie qui aurait pu les détruire. Elle avait gagné non seulement l'admission, mais le respect, mais le poids sur ses épaules ne s'était pas allégé, il s'était juste transformé. Après la session, Diana se retrouva dans les jardins suspendus de la station, une zone de gravité zéro où des plantes de 1000 mondes flottaient dans un balai végétal surréaliste. Marcus l'avait suivi en silence, respectant son besoin de solitude tout en restant assez proche pour intervenir si nécessaire. « Vous devriez être heureuse, dit-il finalement. » Diana rit doucement, sans joie. « Heureuse, Marcus. J'ai utilisé 7 êtres humains comme appât dans un jeu politique. J'ai risqué leur vie pour prouver un point philosophique si quelque chose avait mal tourné. Mais rien n'a mal tourné, vous aviez raison. Cette fois, oui, mais un jour, j'aurai tort, et des gens mourront à cause de mes décisions. C'est ça, le prix du leadership.
Marcus s'approcha, se tenant à côté d'elle dans la gravité flottante. « Vous savez ce que Chen m'a dit hier, qu'elle était fière d'avoir été choisie pour cette mission, que ça lui avait donné un sens qu'aucune autre opération militaire ne lui avait jamais donné. Kowalski a dit la même chose. Okafor aussi. Nous savions tous ce que vous faisiez, madame. Et nous avons tous choisi d'y participer. » Diana se tourna vers lui, surprise. « Vous saviez que vous nous utilisiez comme démonstration. Bien sûr, on n'est pas idiots, mais on comprenait pourquoi. Parce que parfois, pour changer le monde, il faut accepter d'en devenir l'instrument. » Xelani apparut soudain entre les plantes flottantes. Sa silhouette irisée se matérialisant comme une apparition. « Pardonnez mon intrusion, dit-elle, mais je voulais vous donner quelque chose avant votre départ. » Elle tendit un cristal de données, différent de celui qu'elle avait offert précédemment. « Qu'est-ce que c'est ? Votre première mission officielle en tant que membre permanent du Conseil. » 3 espèces mineures sont en conflit dans le secteur Oméga 7. Rien de majeur encore, mais ça pourrait dégénérer. Le Conseil aimerait que la Terre serve de médiatrice. Diana prit le cristal, sentant son poids symbolique. Pourquoi nous ? Parce que vous avez prouvé que vous comprenez quelque chose que nous avions oublié. Que résoudre un conflit ne signifie pas écraser l'opposition, mais trouver une voie où tout le monde peut garder sa dignité. Xelani sourit. Bienvenue dans la vraie politique galactique, ambassadrice. La partie difficile ne fait que commencer. Elle disparut aussi silencieusement qu'elle était venue. Le lendemain, Diana et sa délégation préparaient leur départ d'Hélion Prime. Les 7 gardes chargeaient leurs maigres possessions. Ils voyageaient toujours légers. Pendant que Diana finalisait les derniers rapports diplomatiques, un jeune cadet silarien se présenta à l'entrée du secteur humain. Hésitant, « Ambassadrice Ravine, mon capitaine m'envoie vous transmettre un message. Je vous écoute. » Le cadet se redressa, faisant claquer ses 4 bras sur son thorax, le salut militaire silarien le plus respectueux. Il dit merci pour avoir épargné ces hommes et pour leur avoir enseigné qu'il existe d'autres façons d'être fort. Diana hocha la tête, émue malgré elle. Dites à votre capitaine que ces hommes ont combattu avec honneur, qu'ils n'ont rien à prouver à personne. Le cadet s'inclina et partit. Mais avant de disparaître dans le corridor, il se retourna une dernière fois. « Ambassadrice, une dernière question, si vous permettez. »« Eh oui, vous êtes vraiment si dangereux que ça. Les humains, je veux dire... » Diana réfléchit un moment, puis sourit. « Non, jeune homme, nous sommes bien plus dangereux que ça. Mais c'est précisément pour ça que vous n'avez rien à craindre de nous, parce que nous connaissons notre propre nature, et nous choisissons de la contrôler. » Le cadet cligna de ses yeux composés, digérant l'information, puis il murmura quelque chose en silarien, probablement une bénédiction ou une prière, et s'éloigna. Marcus, qui avait tout entendu, s'approcha de Diana. « Vous croyez qu'ils vont vraiment apprendre, ou qu'on va juste devenir les nouveaux monstres que tout le monde craint ?» Diana regarda par la baie vitrée vers le cosmos infini qui s'étendait au-delà de la station. « Je ne sais pas, Marcus, mais au moins on aura essayé de leur montrer qu'il existe une autre voie. Le reste dépend d'eux. » Elle se tourna vers ses 7 gardes qui attendaient en formation parfaite. « Bon, on rentre à la maison. »« Avec plaisir, madame, » répondit Shen avec un sourire. Ils quittèrent le secteur humain en cortège silencieux, traversant les corridors d'Hélion Prime sous les regards respectueux et parfois craintifs des autres espèces dans chaque recoin. Des conversations s'arrêtaient à leur passage. Des têtes, tentacules ou appendices se tournaient pour les observer. Les humains, chuchotait-on ceux qui ont changé les règles, dans le hangar de départ, juste avant d'embarquer, Diana reçut un dernier message sur son terminal crypté. Pas du Conseil, pas de la Terre, l'origine était inconnue. Les coordonnées situées dans une région inexplorée de la galaxie, elle l'ouvrit, un simple texte apparut. Vous avez passé le premier test, maintenant nous parlons. Coordonnées jointes, venez seul ou avec votre meute, peu importe. Nous voulons juste comprendre comment une si jeune espèce a découvert ce que nous cherchons depuis des éons. Diana fixa le message pendant un long moment,
Une nouvelle énigme, un nouveau défi, un nouveau chapitre dans l'odyssée humaine parmi les étoiles. Elle sourit et effaça le message. « Pas aujourd'hui », pensa-t-elle. « Aujourd'hui, on rentre, on célèbre, on se souvient qu'on est humain avant d'être des symboles. » Mais elle copia les coordonnées dans un fichier sécurisé pour plus tard, parce que Diana Ravin savait une chose. L'univers ne cessait jamais de tester ceux qui osaient être différents. Et l'humanité venait juste de commencer à prouver à quel point elle pouvait être différente. La navette décolla dans un sifflement de propulseur ionique, s'éloignant d'Hélion Prime vers les profondeurs du cosmos. À bord, 7 gardes qui avaient redéfini ce que signifiait être un guerrier et une ambassadrice qui avait redéfini ce que signifiait être un leader. Derrière eux, dans les salles du Conseil galactique, une nouvelle doctrine commençait à prendre forme. Des espèces anciennes réexaminaient leurs propres histoires, se demandant si elles aussi pouvaient apprendre à se retenir, et quelque part, dans l'immensité stellaire, une civilisation inconnue observait avec intérêt. L'humanité venait d'entrer dans la galaxie, et la galaxie ne serait plus jamais la même. 3 mois plus tard, dans une académie militaire sur Terre, un instructeur projetait les enregistrements d'Hélion Prime devant une classe de jeunes recrues. « Ce que vous voyez ici, disait-il, ce n'est pas de la violence, c'est de la précision. Ce n'est pas de la force brute, c'est du contrôle. Et surtout, ce n'est pas de la cruauté, c'est de la discipline. » Un cadet leva la main. « Instructeur, si on peut se battre comme ça, pourquoi on ne le fait pas tout le temps ?» L'instructeur sourit. « Parce que recrue, le but n'est pas de prouver qu'on peut se battre, le but est de prouver qu'on n'a pas besoin de se battre. La vraie victoire n'est pas de vaincre l'ennemi, c'est de ne jamais avoir à le considérer comme un ennemi. » Il arrêta la projection sur l'image de Marcus Webb, immobile au milieu du chaos, parfaitement calme. Voilà à quoi ressemble un vrai guerrier. Pas quelqu'un qui aime le combat, quelqu'un qui le maîtrise si complètement qu'il peut choisir de ne pas l'utiliser. Les recrues fixèrent l'image en silence, comprenant pour la première fois ce que signifiait vraiment porter l'uniforme. Et dans le cosmos, l'humanité continuait sa marche, pas comme conquérante, pas comme victime, mais comme professeur d'une leçon que la galaxie avait désespérément besoin d'apprendre. Et voilà comment l'humanité a redéfini les règles d'un jeu galactique vieux de plusieurs millénaires. Pas par la conquête, pas par la destruction, mais par quelque chose de bien plus puissant. Le choix conscient de la retenue, Diana Ravin et ses 7 gardes ont prouvé que la véritable civilisation ne se mesure pas à notre capacité d'anéantir nos ennemis, mais à notre capacité de les épargner quand nous en avons le pouvoir absolu. Ils ont transformé une embuscade en leçon de philosophie. 4 minutes de combat en 4 millénaires de sagesse condensée. Le Conseil galactique pensait accueillir des novices fragiles. Il a découvert des prédateurs apex qui avaient appris à se civiliser. Et c'est infiniment plus terrifiant qu'une simple démonstration de force brute. Cette histoire pose une question qui nous concerne tous, même ici sur Terre. À quoi ressemblerait notre monde si nous mesurions la force non pas à notre capacité de détruire, mais à notre capacité de nous retenir? Si nous valorisions la discipline plutôt que la domination, si nous comprenions que le vrai courage n'est pas d'attaquer, mais de choisir de ne pas le faire quand on le pourrait. Si cette histoire t'a touché, si tu as ressenti ce frisson en réalisant que les gardes humains étaient toujours les prédateurs les plus dangereux de la pièce, précisément parce qu'ils choisissaient de ne pas l'être, alors tu fais partie d'une communauté qui croit qu'il existe une autre voie. Une voie où l'intelligence surpasse la brutalité, où la stratégie dépasse la violence, où l'humanité, dans tous les sens du terme, devient notre arme la plus puissante. Si tu es resté jusqu'à la fin, commente « fin de transmission ». Je veux savoir combien d'entre vous ont accompagné Diana jusqu'au bout de sa mission impossible. Abonne-toi pour plus d'histoires de science-fiction qui explorent ce que signifie vraiment être humain dans un univers hostile. Active la cloche pour ne manquer aucune transmission. Et surtout, partage cette histoire avec quelqu'un qui a besoin d'être rappelé que la force véritable n'a jamais besoin de crier pour être entendue.
La galaxie a appris sa leçon, à nous maintenant d'apprendre la nôtre. Prochaine transmission bientôt, restez vigilants.